Culture Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Culture Pot, je suis Mox. Et je suis Stain. Et nous allons tirer un beau sujet aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Parce qu'Alexis baille. Mais comme d'hab, c'est toujours le début de vidéo. Oui. Alors, le sujet de cette vidéo sera Carbone et Silicium, une bande dessinée. Mais il a pas déjà parlé? Non, on en a pas déjà parlé. Moi je me rappelle pas l'avoir monté en tout cas cette vidéo, donc ce podcast plutôt. Je te rappelle pas d'avoir monté pas mal de podcasts après. Oh, quand même. Laisse-moi un peu plus de crédit que ça. Donc, Carbone et Silicium, moi je l'ai lu. J'ai bien aimé. Mais c'est pas mon délire, on va dire. Ouais, bon, moi j'avais beaucoup aimé à l'époque où j'ai découvert, mais je suis plus tant fan que ça du projet, enfin du BD. Ah ouais? Alors, même si ça reste quand même une BD de zinzin. Parce que ça parle d'IA, c'est ça? Non, justement, ça parle bien d'IA. C'est cool. Mais juste, je sais pas, je pense que j'ai vécu d'autres lectures après. Carbone et Silicium, c'est un des premiers romans graphiques que j'ai lu. Ouais. Enfin, j'avais lu d'autres romans graphiques avant, mais donc c'est plutôt un des premiers romans graphiques que j'ai lu en sachant que ça allait être une expérience. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu t'attendais vraiment à un truc de fou en lisant. Et ouais, c'est ça. Tu te disais pas, je vais lire ça comme un Lucky Luke. Ouais, c'est je ne ça. sais quoi. C'est la première fois que j'ai lu un roman graphique en me disant que j'allais vraiment vivre un truc et que j'allais enchaîner des pages. Et pour le coup, bah, c'est le cas. Mais j'ai pas relu depuis. Peut-être que si je relis maintenant, tu vois, je vais être un peu plus mitigé sur le projet. Peut-être. Je sais pas trop. Parce que c'est quand même un gros bébé. Hein. Il y a combien de pages à ton avis? 500? Je me souviens plus, je crois qu'on est pas loin des 300. Ah ouais. Au moins 300, je crois. Ça fait quand même beaucoup. Ouais. Donc... Ah, du coup, pour les gens qui connaissent pas ouais. Carbone et Silicium, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une bande dessinée illustrée et écrite par... Bah attends, je vais aller voir, c'est là-bas. Ouais, j'ai oublié. J'ai envie de dire Pagani, mais non, je crois que Pagani c'est Golden Pass. Mathieu Bablé. Ouais, Mathieu Bablé. Et ça nous vient du label 619, Alexis. Et effectivement, c'est une BD du label 619 qui, du coup, pour les gens qui connaissent pas, sont à l'origine de Moutafoukaz. Bien. Voilà, donc c'est un label qui a été créé par Run et qui existe pour mettre en avant, du coup, des auteurs un petit peu indés, un petit peu avec un style particulier. En fait, label 119, c'est un peu l'underground du roman graphique et de la BD. Okay. Même si je dois avouer qu'avec mon expérience de libraire que j'ai maintenant, le label 619, ça a perdu pas mal de sa superbe, je trouve, depuis. Bah, on en voit beaucoup en ce moment. Bah, je trouve, ouais. Il multiplie les projets, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense que c'est un peu une hot take ce que je te dis là, tu vois. En vrai. Ah ouais? Parce que bah, label 119, pour le coup, c'est un peu... Bah, j'allais dire, c'est le Ankama de la BD, mais littéral pour le coup, parce que c'est à l'époque, c'était un conglomérat. Non, mais le label 119 venait d'Ankama. Ouais. Donc, en fait, au début. Ouais, ok, c'est originaire de là-bas. Ouais, c'est ça, c'est eux qui avaient lancé le label 119. Et puis en fait, le truc, c'est que Ankama a eu tendance à beaucoup restreindre les projets du label 119. Ok. Et du coup, Ron a décidé de passer en indépendant chez Rue de Sèvres, qui est du coup un éditeur qui laisse totalement libre Run. En gros, Rue de Sèvres est là pour imprimer, mais c'est tout ce qu'ils font. Ron fait ce qu'il veut derrière. Il greenlit les projets et c'est bon, allez, t'as le feu vert, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça en gros. Et je trouve que depuis, tous les projets du label 119, en vrai de vrai, on va pas se mentir, c'est un peu tous les mêmes, hein, je trouve. Ah ouais? Ah ouais. Bah, je trouve que visuellement, tout se ressemble. Ok. Bon, les histoires, j'ai pas tout lu évidemment, donc du coup, je peux pas... En termes d'histoire pure, je ne peux pas dire que tout se ressemble. Ouais. Mais j'ai un peu le feeling qu'on est toujours sur des trucs, genre, oh là, regardez, soit c'est edgy, soit c'est philosophique de zinzin qui va te retourner le cerveau, soit les deux. C'est toujours le feeling que j'ai, tu vois. Pour toi, Carbone et Silicium, c'est plus philosophique de fou? Plus philosophique de fou. Après, Carbone et Silicium, pour moi, c'est une exception. Même le travail en général de Mathieu Bablé est une exception par rapport à ce que je raconte. Parce que je trouve que Mathieu Bablé, c'est un auteur de zinzin qui a fait que des dingueries. Ok. Notamment, il a bossé sur, je l'ai là-bas, je crois, sur Shin Zero. C'est tout avec les Power Rangers, là, ça? Ouais. Et Shin Zero, c'est plutôt sympa, c'est assez cool. C'est des... En gros, le délire, c'est des Power Rangers, mais qui ont plus trop de boulot, parce que les kaiju, ils sont... quasiment tous dead, mais il y en a toujours, et du coup ils ont fait une école de Power Rangers et on suit un peu leur quotidien. J'ai pas encore lu, mais le concept en lui-même déjà est vachement drôle. Moi j'aime beaucoup, et puis surtout Mathieu Bablé il a fait sa trilogie du coup SF qui a démarré avec Shangri-La, Carbone et Silicium et on a fait une dernière et j'ai oublié c'est quoi le nom. J'ai envie de dire La Belle Morte mais je suis pas sûr. Bref, il a fait une petite trilogie SF et Carbone et Silicium c'est le projet qui a fait péter dans sa trilogie.
Et en vrai, à juste titre quand même, on va pas se mentir. Ouais. J'ai un peu divagué par rapport au label 119, mais parce que je trouvais qu'il fallait en parler à un moment donné. Ouais. Label 119, ça commence à être surcoté. Ok. Bah, je trouve. Parce que, en fait, je pense que c'est pas que tu préférais, mais genre, t'avais une attache au fait que ce soit un peu, genre, niche et que c'était pas trop connu. Et maintenant que ça commence à prendre de l'ampleur, tout le monde connaît et tout le monde survend le truc, peut-être. Non, je dirais pas que Non. c'est le côté niche qui m'a saoulé. Je dirais que c'est plus le fait que ils avaient cette réputation d'être un label underground ultra ultra underground, ultra edgy justement, mais edgy dans le bon sens du terme là cette fois, tu vois. Ok. Pas juste pour faire genre. Et cette réputation, ça les a fait kiffer, ils ont commencé à bander un peu là-dessus. Et du coup, bah, ils en ont fait un peu leur marque de fabrique. Sauf Mhm. que à force de traire la vache, et ben, au bout d'un moment, le lait il commence à cailler. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et là, j'ai un peu ce feeling de là. Mutafukaz, c'est un classique. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Et dans le monde de la BD, tout le monde s'accorde pour dire que Mutafukaz est un classique et qu'il faut le lire absolument. Mhm. Carbone et Silicium, c'est un classique et tout le monde est d'accord pour dire que Carbone et Silicium, c'est un classique. Mais est-ce que c'est un indispensable de lecture là Pour moi, oui. Ah ouais? Pour moi, c'est tous les deux des indispensables de la lecture. Ok. Par contre, dans la Belle 619, bah, c'est les deux seuls que je conseillerais, tu vois. De ce que j'ai lu, donc. C'est pas la. Peut-être que je me trompe, mais la petite mort, c'est pas du label 610. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah, ok. La petite mort, c'est Davy Maurier, c'est chez Delcourt. Ok. Pour le coup, c'est de l'humour et tout ça. La Belle Ah ouais 119, ils font pas beaucoup d'humour. Ah. Ouais. Bah, la petite mort, c'est de l'humour, il y a un peu de drame dedans, mais Ok, c'est pas le principal. je pensais. Mais non, et tu vois, par exemple, voilà, j'ai sous les yeux ce que je vois en face du label 119. J'avais beaucoup aimé les bouquins de Pagani, justement, c'est avec lui que j'ai confondu Mathieu Bablé, mais de là à dire que c'est des classiques, non, j'ai apprécié la lecture, j'ai bien aimé les lire, mais c'est pas fou. Tank Girl, à la limite, c'est un classique, mais c'est officiellement pas le label 619, en vrai, c'est juste qu'ils ont récupéré les droits en France, Ouais. mais c'est pas eux qui ont fait le truc. Pour plus d'infos sur Tank Girl, allez voir la vidéo de The Staining. Exactement, faut absolument la voir. Et puis en vrai c'est quasiment tout là comme ça de tête franchement. Après si t'as la collection, leurs deux collections qui sont sympas qui sont Doggy Bag et Low Reader. Ouais. Mais alors c'est encore différent parce que Doggy Bag et Low Reader pour les gens qui savent pas en fait c'est des compilations, enfin c'est des BD anthologies. Donc ils sont partis chercher des auteurs de justement Label 119 qui ont travaillé sur des projets Des autour de one-shot. ça. Ouais c'est ça. J'ai le meilleur exemple pour te montrer d'ailleurs, j'ai un Ok. Low Reader. Justement, bon du coup vous avez pas l'image vous, mais on va laisser Maxime commenter. Ouais. Low Reader numéro 5, donc du coup un mélange de plein d'auteurs du label 619. Ouvre-le, regarde un peu et puis dis-moi ce que t'en penses. Déjà, j'aime beaucoup la couverture. Alors c'est joli, Ouais. je parle vraiment pas en termes de graphique, c'est très beau, ils Ouais. font des trucs de fou. Par contre, entre chaque histoire là, est-ce que t'as pas l'impression que c'est quasiment la même chose graphiquement à chaque fois tu vois les différences, tu vois que c'est pas les mêmes Ouais. auteurs, mais quand même, en termes de visu, Ouais, tu me dirais, genre, là, tout de suite, je feuillette. Tu me dis c'est dans la même continuité, le même univers, je te croirais. ouais voilà, tu vois, en fait ils ont vraiment ce truc de... Ils ont une patte à eux, quoi. Ouais c'est ça, ils se démarquent et tout, mais au final ils prennent toujours un peu les mêmes artistes sans prendre de risques en termes de visuel, tu vois. Ok. Du coup, voilà, j'ai jamais été... Enfin, au début, j'étais très fan de Jabba 119, et au final, je suis beaucoup moins dedans, même si quand je faire des trucs cool. Ouais. Bref, grosse aparté là-dessus, et on pourrait croire que, du coup, je veux cracher sur la B119, alors qu'en vrai, c'est un label que j'adore. Bon, voilà. Ils font des trucs de fou. C'est juste que j'avais une petite hot take à lâcher sur le label que je trouve qui est... Bah, de toute façon, tu as bien le droit Bah d'émettre oui, tes oui. opinions. Oui, totalement. Mais du coup, revenons-en au sujet principal, qui est du coup Carbone et Silicium. Donc Carbone et Silicium, c'est un roman graphique écrit et dessiné par Mathieu Bablé, qui est sorti en 2000 20, dans ces eaux-là. 22, 21, je Je dirais. travaillais chez Cultura à l'époque, donc c'est au moins 2021. Je De pense. toute façon, moi, j'aurais dit 2021. En vrai. Ouais, donc c'est au moins 2021. Post-Covid, peut-être. Probablement. Et du coup, de quoi ça parle Carbone et Silicium? Du coup, c'est l'histoire de Carbone et Silicium, qui sont deux IA qui ont été conçus dans un laboratoire et qui sont censés représenter en gros l'évolution ultime de l'informatique, de l'IA. De la conscience aussi, non? De la conscience aussi, ouais. Et en fait, ils vont développer justement leur propre conscience, au point où chacun va vouloir vivre un peu son chemin. Donc je sais plus lequel des deux fait quoi. Ouais. Mais en gros, l'un des deux robots, les deux vont s'enfuir du laboratoire, il va y avoir des dingueries, puisqu'en fait on est en pleine révolution robotique, au moment où on parle des droits des robots.
qui deviennent de plus en plus humains. Ouais. Donc finalement un sujet ultra d'actualité en vrai. Ouais, c'est Quand sûr. on y pense, déjà à l'époque ça commence à l'être, là ça l'est encore plus aujourd'hui. C'est je trouve. sûr, c'est sûr. Et du coup, ces deux IA vont s'enfuir du laboratoire où ils étaient conçus. Chacun va suivre son propre chemin. L'un d'eux va devenir le symbole de la révolution robotique à l'échelle quasi mondiale, je crois. Je sais plus, je dis peut-être des conneries, c'est pas mondial. En mais vrai, ça me parle, ça se trouve, c'est peut-être à l'échelle de la ville ou je sais pas quoi. ouais, mais... voilà, c'est à dire une espèce de Che Guevara des IA, quoi. Et l'autre, lui, décide en fait de vivre pour lui et de partir en voyage, non? en voyage Ouais, un peu traverser initiatique, traverser le monde entier. Ouais, Voilà, et alors déjà, je trouve que le speech est vraiment cool. c'est cool. En termes de scénario pur, c'est très très original, c'est très sympa. Visuellement, Carbone et Silicium, rien à dire, une grosse claque. Je pense que là, c'est vraiment. C'est vrai, c'est très détaillé, mais en même temps brouillon. Je sais pas trop comment décrire, en vrai. Bah ouais, en fait, justement, Bablé, il a un style très très particulier, tout en douceur, mais en même temps, t'as l'impression que c'est très gras. Il mélange un peu de deux genres différents, c'est super cool. Et puis, surtout, moi, ce qui m'avait marqué, c'était vraiment ce côté très philosophique de Carbone et Silicium, avec une fin particulière, qui m'a bien marqué. Ouais. La fin m'avait pas mal marqué à l'époque. Je pense qu'on a raconté... Enfin, t'as raconté surtout l'histoire. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, justement, on découvre chaque personnage qui est dans un corps, mais qui, au fur et à mesure des années, et même des décennies, etc., change de corps, parce que les modèles deviennent obsolètes, et du coup... à moins qu'il y en ait un, je me rappelle plus, mais je crois qu'il y en a un qui garde son corps pendant longtemps. Alors oui, justement, c'est la subtilité, c'est-à-dire que celui qui est symbole de la révolution robotique change de corps régulièrement, justement parce que, comme tu dis, son corps devient obsolète, donc du coup, il doit sans cesse se retransformer, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir continuer à suivre sa révolution. Là où l'autre, qui lui, du coup, profite de sa vie et de la liberté qu'on lui a offert, ne voit pas l'intérêt de renouveler son corps, puisque en fait, c'est son corps d'origine et que du coup, il veut le garder le plus longtemps possible fonctionnel. Ouais. Donc c'était pareil, c'est une petite symbolique entre les gens qui cherchent toujours à se renouveler et le culte un petit peu du renouveau, et les gens qui vivent de choses simples et qui arrivent à se contenter de ce qu'ils aiment. Ouais. C'est bateau un peu comme morale, mais ça fonctionne bien avec Carbone et Silicium, je trouve. Ce bateau, oui, mais tu te dis, même les robots peuvent avoir ce genre de raisonnement, et c'est intéressant. Oui, c'est ça qu'on veut faire ressortir dedans. Mais toi qui es pas très fan de SF, qu'est-ce que t'en as pensé de Carbone et Silicium? J'ai bien apprécié, mais il m'a fallu du temps avant de me dire, genre, tu sais, je lis un chapitre, je m'arrête là. Me dire de le reprendre et de lire un autre chapitre, j'étais genre, je sais pas si j'ai envie de relire un autre chapitre maintenant. C'est un peu dur de me mettre dedans parce que la SF c'est pas mon truc. Mais ça s'est bien lu quand même. Au-delà de la SF, c'est lourd à lire, comme je trouve, mais pas dans le sens mauvais, mais lourd dans le sens. Il y a des sujets, des thématiques qui sont quand même chauds à aborder, quoi, je trouve, par moment, et c'est particulier comme sujet, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, bon, ça fait 4 ans que je l'ai lu, donc je me rappelle plus bien, mais je me rappelle avoir apprécié l'œuvre dans sa globalité. Mais c'est pas quelque chose que je relirai. Ouais, je peux comprendre, je comprends totalement. En vrai, pas grand chose d'autre à dire moi dessus, c'est une BD que je recommande souvent quand on cherche de la SF en roman graphique. Je pense que je l'avais mis à l'époque dans les sujets parce que c'était justement quand on avait commencé Culture Pod, j'avais lu vachement moins de BD de romans graphiques. Ouais. Du coup, dans ma tête, Carbone et Silicium, c'était le meilleur truc que j'ai lu de toute ma vie. Ok. Alors qu'en vrai, maintenant, avec du recul, c'est toujours très bon, c'est toujours excellent et je le recommande toujours, mais j'ai lu des trucs bien mieux. Ouais, je vois. Voilà. Ok. Ça servait sous de coup de gueule par rapport à la Label 119, je pense, en vrai. Je voulais passer ma petite hot take perso, parce que je crois pas parmi la Label 119 dans les sujets. Ouais, après, tu vois, au moins, un sujet en entraîne un autre, et au moins tu peux... Ouais, autre chose que je peux dire, mais toujours vis-à-vis du mini coup de gueule que je fais. Ouais. Je pense que Carbone et Silicium, ça a un peu aussi ouvert la voie à ce truc que je reproche à la Label 119, justement. Parce que, entre-temps, si j'ai bien suivi tout ce qui se passait, j'ai un peu oublié parce que j'ai fait une réunion libraire, mais je sais plus ce qu'on avait dit. Dans mes souvenirs, Run n'est plus tout seul à gérer le label, et je crois que justement, il gère le label avec Mathieu Bablé. Et quelqu'un d'autre. Je me demande si c'est pas Rours qui a fait Jaune, je suis pas sûr de cette info. Bah ça... Google est votre ami, Google est votre ami, vous irez voir, mais du coup, oui, effectivement, Ron n'est plus tout seul sur la label 119, donc du coup, il est accompagné d'autres personnes.
Et en fait, du coup, les trois ont un style graphique qui se ressemble de fou, ce qui fait qu'ils embauchent que des mecs qui ont le style graphique qui leur ressemble de fou, ce qui fait qu'au final, tous les ouvrages de la B119 se ressemblent de fou. Ouais. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir tous la même patte graphique? Est-ce qu'ils veulent justement rester dans cette case, ou est-ce qu'ils veulent pas vraiment s'en sortir, quoi? Ils veulent vraiment rester dans ce type En fait, d'œuvre? Justement, tu vois, c'est le genre de truc où dans un autre contexte, ça m'aurait pas dérangé. Il y a des maisons d'édition, tu vois, qui sont spécialistes dans ce genre de choses. Genre, je pense par exemple, je sais pas, justement Ankama. Et encore, Ankama commence de plus en plus à se diversifier et à avoir de moins en moins de trucs qui se ressemblent. Mais pour un label qui se veut underground et qui met en avant des artistes, comme je répète depuis tout à l'heure, qui sont un peu edgy ou qui ont ce côté hors norme littéral, le fait que tout le monde se ressemble, au final, voilà quoi, tu vois. Ouais. C'est un label qui a fait pas mal parler parce qu'à l'époque d'Angoulême, je crois que c'était justement Carbone Silicium, on avait refusé un prix parce que ça venait d'un label underground. Ah bon? Je crois, ouais. Je crois ouais. que c'était pour ça. Bon, après, c'est Angoulême, hein. Ouais, tu m'en avais parlé, ouais, c'est ok. Angoulême, voilà. Mais du coup, ils en jouent pas mal. Et je trouve que c'est un peu triste, en fait, sachant qu'en plus, quand même, Run, t'as fait Mutafukas, quoi. Enfin, à un moment donné, t'as juste sorti une des BD les plus incroyables de tous les temps. À un moment donné, enfin, je veux dire, Mutafukas, ça a résonné jusqu'aux States. Il y a eu un film qui avait ultra marché au Japon et tout. Enfin, Ouais. Mutafukas, pour moi, c'est une des BD les plus cultes de tous les temps. C'est triste que tu fasses ça de ton label, quoi. Après, peut-être que ça lui convient. Peut-être qu'il s'est dit j'ai eu mon succès, ou alors il essaye de refaire des trucs à succès, mais il n'y arrive pas. Peut-être. Écoute, tant que ça marche, tant mieux pour lui, ça marche dans tous les cas. Tu m'avais pas dit que Jaune ça avait marché? Jaune, ça a marché à sa petite échelle pour l'instant. Ok. Après, moi, effectivement, j'ai pas les chiffres de toutes les librairies de France non plus. Non, normal. J'ai que les chiffres de la librairie où je travaille. Là où je travaille, ça a très bien fonctionné, mais je travaille pas dans un truc où très bien fonctionner veut dire vente par million, quoi. Oui, normal. Génessez peau. Voilà. Très quoi. bien. Bah écoutez, si vous voulez lire une BD SF qui vous fait transcender la conscience humaine, qui pense à l'IA peut-elle vraiment avoir des sentiments? Est-ce que c'est réel? Eh bien, lisez, et puis vous aurez peut-être un autre avis en finissant en Carbone et Silicium. Exactement. C'était le bon point final, ça. Allez, je pioche le nouveau sujet. Vas-y. Hop. Alors, quel est ce prochain sujet? Oh, le papier est chiant à ouvrir. Ça c'est toi, ça c'est marrant. Ah. Les persos de Mario. Les persos de Mario. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'on a mis les sujets il y a vraiment longtemps. On a commencé l'émission il y a 2 ans, à l'heure où on enregistre cet épisode. Il y a pas mal de trucs qui ont bougé entre temps. Et du coup, en vrai, c'est drôle parce que, ouais, il y a eu le film Mario entre deux. C'est vrai. Il y a le deuxième film qui va sortir et qui est peut-être déjà sorti au moment où est sorti cet épisode. Ah ouais, Et- c'est dans pas longtemps là, à ce point-là Je crois que c'est en avril. Donc en vrai, non, on est un peu large, mais je crois que c'est en avril, ouais. Faudra qu'on aille le voir. Et j'ai sûrement mis ça parce que je trouve ça. En fait, je pense qu'à ce moment-là, je trouvais ça intéressant le fait que Shigeru Miyamoto a pu inventer des personnages genre différents de ce qui se fait dans la fantasy en même temps. C'est pas vraiment de la fantasy Mario, enfin si, je sais pas. Pourquoi j'ai mis ça, Alexis? Je sais pas. Mario, techniquement, c'est considéré comme de la fantasy. Ouais, après je trouve. Alors c'est un speech, je le fais tout le temps à tous mes stagiaires. La différence entre fantasy et fantastique. Fantasy, c'est quand un univers est créé totalement de A à Z, et le fantastique, c'est quand t'as un élément bizarre qui arrive dans une situation normale. Donc, Ah ouais? techniquement, Mario, c'est de la fantasy. Moi, Par contre, le film Mario, c'est du c'est fantastique. plutôt du par contre. fantastique. Mais ouais, je pense que je voulais surtout parler des designs des persos, le fait que on. Ah, ok, peut-être que ça me revient. Parce que tu commences le jeu Super Mario Bros sur NES. Tu vois un ennemi qui marche vers toi, il a pas l'air commode, enfin, il a pas l'air dangereux, mais tu vois que tu peux pas passer outre lui sans sauter. Donc tu te dis, mais attends, si je saute au-dessus, peut-être que je peux sauter dessus. Parce qu'il a la forme d'un bumper, donc bah boum, tu l'écrases, il meurt. Bien joué. C'est une belle manière de montrer le game design dans un jeu. Et bravo Shigeru Miyamoto parce que tu as créé un des persos les plus iconiques du monde, le Goomba. Donc voilà, le perso qu'on écrase. Puis après tu te dis, j'ai écrasé ce personnage, il y a une tortue, elle a pas l'air écrasable, mais vu que j'ai écrasé un personnage, peut-être que je peux le refaire. Donc j'essaye, oh ça marche, il sort de sa coquille, oh boum la coquille elle part, bam bam bam, elle rebondit, OMG, c'est quoi, c'est révolutionnaire pour 85, je sais plus. Bref. Je pense que je voulais surtout parler de ça, le fait que le monde de Mario est peuplé de personnages qui finalement ont un design intéressant, non seulement
par leur fonctionnalité de gameplay, mais aussi leur apparence, parce que au fur et à mesure des années, t'as eu un développement de progrès technologiques qui ont fait que maintenant ils sont plus beaux, ils sont plus quali, et puis ils sont marketable, genre ils peuvent faire du merchandise maintenant. Tu peux avoir un porte-clés Goomba, un porte-clés Koopa, un porte-clés Mario, parce que avant Mario c'était juste quelques pixels et il ressemblait à rien, et il y avait des limitations. Pourquoi il avait une casquette? Parce que c'était dur de faire des cheveux. Pourquoi il y avait une moustache? Parce que c'était dur de faire une bouche. Pourquoi il y a un gros pif? Parce que c'est dur de montrer un nez sur des pixels comme ça en 8 bits. Donc ouais, normal. Donc ouais, je pense qu'ils ont juste créé des personnages très iconiques sans vraiment faire exprès, plus avec les limitations. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ouais, je sais pas si c'est vraiment juste sans faire exprès. Moi, je pense que justement, ils ont juste réussi à bien jouer avec les limitations pour en faire des persos marquants. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est des persos qui sont devenus cultes. Tout le monde a son préféré, et puis à un point où en fait, Mario... je vais dire un truc horrible, mais genre Mario et compagnie, c'est un peu Sonic si les Shitty Friends avaient fonctionné. Bon, techniquement, ils ont un peu fonctionné parce qu'ils sont toujours là. Donc, bon. Ouais, mais bon, la seule fois où il y a eu un pote de Sonic qui a eu un jeu, c'était Shadow, c'était pas ouf. Ouais, alors que Mario, il a Yoshi's Island, il a Wario Land, il a Princess Peach, il a Donkey Kong. Attends, tu déconnes, dans Sonic, il y avait Sonic et Knuckles, tu pouvais jouer Knuckles, tu pouvais jouer Knuckles Chaotix. Ah ouais, comme dans Mario Luigi, quoi. Ouais, non. Et après, t'avais Tails Patrol ou je sais pas quoi, la patte patrouille. Ah, comme Mario Kart un peu? Non. Non, c'était... Parce que moi j'y ai joué sur une collection de jeux Sonic où en fait t'avais plusieurs jeux regroupés, mais des jeux vraiment pas très connus, genre sur la Game Gear et tout. Et t'avais un jeu Tails où il se balade avec un ring et puis il balance sur les ennemis et puis tu fais que voler dans le jeu. C'était un fun. Franchement c'était trop naze. Mais ouais, du coup il y a pas que des jeux Sonic et Shadow. Voilà, bref. Ah, d'ailleurs ça se goupille, puisqu'on a eu une collab Mario Sonic avec Mario Sonic aux Jeux Olympiques, par exemple. Mais quelle déception. En même temps, mais moi, j'étais petit, je me dis, mais pourquoi... Attends, Oui, je sais, j'ai fait du bruit, oui, je sais. Non, tu dis, t'as Sonic, t'as Mario. Pourquoi tu les rassembles aux Jeux Olympiques? C'est quoi le but? Mais fais pas un truc de mini-jeu, fais une aventure, genre, je sais pas, un truc avec une histoire. Enfin, pas forcément une histoire, mais genre, ils se retrouvent dans une plaine, il court, il saute. Fais un truc, fais pas du patinage artistique. C'est quoi ça? À quoi ça sert? À vendre des jeux. En plus, ça a bien marché, je crois, Mario Sonic aux Olympiques, non? Bah oui, mais peut-être s'il y avait... Ouais. Bah, c'est le même débat que Rayman contre Lapin Crétin. Au final, ça a fonctionné. Ouais. Les party games à cette époque, c'était le truc de la Wii, donc forcément, tout le monde sortait ça sur la Wii. C'est sûr. Mais bon, c'est quand même décevant parce que tu te dis, il y aurait tellement pu avoir de possibilités et finalement, on se retrouve avec des Jeux Olympiques, quoi. On va faire du javelot avec Mario. Il va planter le cul de Wario. C'est qui ton perso préféré dans l'univers de Mario? Daisy. c'est... Je sais pas. Il y a une bonne vibe avec Daisy. Ah, je croyais que c'était ironique le Daisy au début. Non, en vrai, elle est trop stylée. Elle est folle un peu. J'aime les femmes folles. Mais c'est cool, on a tous les deux notre perso préféré, c'est tous les deux une waifu, vu que moi c'est Waluigi. Ah ouais. Princesse Waluigi. En même temps, il est si élégant. Waluigi. J'avoue que je suis un peu tombé dans la hype des mèmes vis-à-vis de Smash Bros. Et du coup, à la base, je m'en battais la race de Waluigi, et avec les mèmes, c'est devenu une blague, et maintenant, premier degré, je prends Waluigi tout le temps, parce que je suis en mode, en vrai, il est cool. Mais en même temps, après, Waluigi, il est pas trop respecté, parce qu'il y a eu tellement une pétition, je pense même qu'il y a vraiment eu une pétition. Il y a vraiment une pétition, ouais. Pour qu'il soit dans le jeu, au final, il y était pas, c'est quand même un trophée assist, là, quand tu le joues, il vient t'aider. Et Waluigi, il est originaire juste des jeux de sport. Genre sa première apparition c'est sur un Mario Tennis sur 64. Et il a jamais vraiment réussi à quitter ce carcan de jeu de sport. Ouais. C'est ça, ce statut de personnage vraiment tertiaire. Mais c'est vrai que même dans Wario Land on le voit pas, je crois, si. Non. Alors que c'est censé être le shitty friend justement de Wario, donc c'est un peu... Ouais. D'ailleurs, on sait pas s'ils sont frères, ils sont cousins, ils sont amis, associés, ennemis aussi, peut-être juste ils bossent ensemble. Je sais pas pourquoi il m'a toujours fait penser à un mélange entre deux personnages. Oula.
Je sais plus comment il s'appelle, mais le gars d'une émission télé américaine où il joue un méchant avec un sourire terrifiant à la Jim Carrey là, mais c'est une émission pour enfants. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est super connu aux States. Ok. Island quelque chose je crois, je sais plus. Franchement, je sais pas. Et un mélange entre ça et le méchant de Bienvenue chez les Robinson. J'ai oublié son design. Ah, il ressemble beaucoup à Luigi je trouve. Bah ok, bah écoutez. Voilà, j'aime beaucoup Luigi. Formidable. C'est vraiment ton perso préféré? Bah comme je t'ai dit en fait à la base non. Sauf qu'en fait, avec les mêmes sur lui dans Smash Bros, je suis rentré dans le délire et au point où c'est devenu Prum Dug mon perso préféré, genre, parce que je le trouve trop marrant et. Ok, ouais. En vrai, il est vraiment trop marrant. En plus, son corps il est trop bizarre. Ouais. Et le perso, je trouve touchant quand ils font des vannes sur lui. Je suis en mode. En vrai, je suis un peu triste quand même qu'il soit pas dans Smash et tout. Tu vois, genre. Ouais, je vois. Et en plus, récemment, enfin, je sais plus c'est quel jeu, mais il y avait un jeu de sport, justement, ouais, forcément, où Waluigi est. Ou alors c'est peut-être même Mario Kart Tour, mais ils ont des animations un peu spéciales dans ce jeu, et puis on voit Waluigi qui est toujours avec une rose entre ses dents, en train de faire du flamenco. C'est le nouveau Striker Charge Football, qui n'a pas ce nom-là, je sais plus c'est quoi, c'est Mario Football. Ouais, bon, le jeu de foot Mario. C'est le nouveau Mario, le dernier Mario Foot. Ouais, c'est vrai qu'il est aussi comme ça, mais j'avais l'impression qu'il y avait un jeu où c'était un peu plus prononcé, mais bon. Ah, peut-être. Après, justement, il y avait eu pas mal de débats parce que le premier Striker Charge Football, il était vachement hardcore au niveau animation et tout, enfin pour un jeu Nintendo. Ouais. Genre, il y a vraiment des célébrations qui étaient en mode un peu limite et tout. Ouais, c'est vrai. Et du coup, quand le nouveau est sorti, il y a plein de gens qui ont gueulé parce qu'ils ont grave rabaissé les provoques dedans. Ouais, ils ont adouci le tout. Donc, peut-être que tu as en tête c'est plutôt les premiers, du coup, si tu dis ça, je sais pas. Non, je suis pas sûr. Mais ça se trouve c'est un Mario Tennis ou un truc du genre où Waluigi il est vraiment genre flamenco, genre vraiment séducteur. T'as peut-être raison, j'avais oublié, il y a un Mario Tennis qui est sorti il y a pas longtemps. Sûrement, mais de toute façon moi ça fait quelques temps là, je ne suis plus trop ce qui se fait dans Nintendo, mais bon. Hassoul. Les gens quittent le navire de plus en plus chez Nintendo quand même. Bah triste, ouais, mais je sais même pas, j'ai pas l'impression qu'elle a vachement marché la Switch 2. Alors, en vrai, je crois que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qui disait que c'était un des meilleurs démarrages oui. de chez Nintendo, ouais. Bizarre. Alors après, c'est un meilleur démarrage. Est-ce que derrière ça continue à se vendre? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bref, en vrai, ouais. Et oui, je pense aussi ce que je voulais dire avec ce sujet, c'était que c'est dommage parce que. En fait, non, j'ai l'impression que c'était un sujet d'époque. Parce que à ce moment-là, il y avait un jeu Paper Mario qui est sorti sur la Switch. Je sais plus le nom. Mais bref, c'est le Paper Mario sur la Switch, où justement, admettons, tu vois, t'as plusieurs Toads dans Mario, des Toads verts, des Toads rouges, etc. Dans Paper Mario sur la Switch, c'est vraiment ça. Genre, il n'y a pas vraiment de Toad qui se démarque, alors que à l'inverse, sur le Paper Mario, la porte millénaire sur GameCube, t'avais un Toad roublard, t'avais un Toad capitaine, t'avais un Toad comme ci, comme ça, t'avais un Bob-omb avec un chapeau d'amiral, avec une moustache. Là, dans ce Mario Party, dans Paper Mario là, t'as pas de personne qui se démarque vraiment. T'as juste une bombe. Je crois que t'as soit la bombe elle est rose, soit elle est noire. Mais c'est une bombe normale, une bob-omb. Et quand il s'introduit à toi, il dit bonjour, je suis bob-omb. Bah, t'es juste une bombe quoi. Pourquoi je devrais être attaché à toi? T'es juste une bombe qui va exploser dans les autres jeux. J'ai l'impression qu'ils ont un peu abandonné l'idée de faire des persos. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont un peu eu, tu sais, la trademark de ceci est un Toad, tu ne touches pas à Toad, tu lui mets pas une moustache, tu lui mets pas un chapeau, tu lui mets juste son gilet et puis c'est tout. Genre, il peut être bleu, il peut être vert, il peut être rouge, c'est tout. Jaune, allez, tranquille. Mais attention, tu lui mets pas des sourcils qui sont pas contents, tu lui mets pas une moustache, tu lui mets pas une grosse biloute. La grosse biloute, je pense. Je pense que ça marcherait bien. Peut-être c'est ça qui cache sous leur chapeau. Oh ouais, ouais. C'est pas au même endroit. Allons décaloter des Toads. Décatodé. Oh, Mais ouais, bah, je trouvais ça dommage à ce moment-là, mais depuis, j'ai l'impression que ça a un peu changé, parce qu'il y a eu beaucoup de costumes alternatifs dans, mettons, Mario Kart World. T'as eu des trucs dans les trucs de tennis ou de golf ou je sais pas quoi, où ils ont vraiment une tenue de golf, quoi. Mais je suis pas sûr, parce que j'ai pas suivi. Donc, laissez-moi tranquille dans les commentaires SVP. J'ai assez subi, ok?
Attention, ils vont déjà nous incendier pour les fans de BD qui vont avoir entendu le premier sujet, donc... Oh, le label 619, c'est plus que c'était. Se touche les tétés allègrement, frotte son ventre et avale goulûment. Oh. On pioche le nouveau sujet? Ouais, si tu veux. J'allais le faire, mais c'est Ah bah, écoute, allons-y. une galère. Hein. Le merge de groupe. Ah voilà, c'est encore ton sujet, ça c'est... Oui, c'est un sujet à moi, et c'est un sujet qui sera peut-être d'actualité sur Culture Pot. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Affaire à suivre. Mais en attendant, le merge de groupe, beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Ah bah. Le nombre de fois où je vais à un concert et je vois sur leurs écriteaux ou leur truc en métal où ils accrochent tout, un t-shirt 40 balles. Oui, mais attention à remettre dans le contexte. Beaucoup trop cher pour du Metallica ou du Gojira, pas assez cher. Enfin, si, assez cher pour des petits groupes indés quand même. Oui, Faut ça, soutenir ces groupes indés. c'est sûr, parce que bon, moi qui ai fait imprimer un t-shirt sur Vistaprint, je sais à quel point c'est cher. Donc un t-shirt, c'est déjà pas mal. Donc je veux bien que tu veuilles doubler le prix. Mais ouais, si tu t'appelles Metallica, tu t'appelles, je sais pas quoi, Iron Maiden, vends pas ton t-shirt Oui, de voilà, 70 là, balles. Là, tu déconnes. Quand on allait voir Metallica, mon Bombers, il m'avait coûté 100 balles. Oui. Et de mémoire, il était pas de si bonne qualité. Bah, il est mort là, je l'ai pas embarqué, il est foutu, je l'ai flingué. Rest in peace. Le sticker Sodo s'est barré. And justice for the bomber. Ouais, Justice for the Bombers. Trop triste en vrai, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'en fait, bah, c'est même plus vraiment de la passion à ce train-là, c'est juste Ah bah, c'est juste du merch. une machine à fric. Genre, le Bombers qu'on a fait imprimer, il coûte 15 balles à la confection, bah écoute, on le vend 100, c'est bien 100. C'était 100 euros, ouais, je l'ai payé 100 balles. J'allais dire 70, mais Ouais, non, c'était 100 balles. Ouais, non mais... C'est ma deuxième veste la plus chère sur toute ma collection, sachant que j'ai des vestes qui coûtent quand même assez bon. Ouais. C'est fou. Ouais, bah c'est comme ça. Après, c'est vrai que quand tu veux soutenir des petits groupes locaux, admettons, qui font leur petit truc dans leur petit business dans leur coin, ils impriment eux-mêmes, ou ils commandent des trucs. Normal que t'as envie de se financer, mais... Non mais oui, mettre 40 balles sur un petit groupe local, ça me dérange pas. Mettre 40 euros sur effectivement un t-shirt Iron Maiden fait par des petits Chinois en plus dans une Ouais, usine. Enfin, potentiellement. Potentiellement. Non merci quoi, tu vois, c'est Ouais, vraiment non, délire. c'est sûr. Je crois que je l'ai fait que 2 fois, j'étais du merch, c'était pour Metallica et j'ai regretté. Ah ouais, bah oui, normal. Et pour Joji et j'ai regretté, mais pas pour les mêmes raisons, c'était juste que c'était très cher. Ouais. En même temps, il se fait plaisir, le petit gars, là, j'ai l'impression, Joji. Ah bah là il passe en concert dans pas longtemps, je vais prendre des places, je pense que je vais casquer très fort. Ah, sûrement. Mais ouais, c'est vrai que le nombre de fois... En fait, aller à un concert, c'est un investissement. Ouais. Surtout si t'es fan de K-pop. Là c'est encore pire. Hein. Parce que moi, j'ai une pote, elle m'a dit qu'elle a acheté une place de concert en carré or pour BTS. Elle m'a dit genre, je crois, 500, 600 balles. J'étais genre... oh. J'ai dit, ma grande, tu es folle. Hein. Oh la folasse. Putain, 600 balles. Tout ça pour 1h30 2 heures max, genre. Ah, c'est énorme, C'est trop. 600 balles. C'est trop, c'est beaucoup trop. Waouh. Mais j'imagine pas dépenser ce genre de... C'est quoi? C'est pas possible. C'est pas possible de Mais tu mets pas dépenser un autant. demi-salaire sur un concert, faut pas déconner. Bon, si t'es fan de ça, non, même pas. Bah, Non. encore c'est un truc en mode ouais, tu peux voir les mecs en backstage derrière et tout, où je te dis ouais, À la rigueur, ouais, à t'as la une rigueur, séance t'as une photo. vraie expérience, tu vois, il y a un vrai truc. Par contre, c'est juste pour être assis sur une chaise en face de... J'allais inventer un nom, mais du coup c'est de la K-pop, donc je vais éviter. Comment il s'appelle Youngkook. Youngkook. Ça, C'est le nouveau rappeur à la mode. Youngkook. Featuring Travis Scott. featuring Small Scrotum. Yeah. Whoa. Small scrotum in the house. Youngkook in the city. Non mais je connais pas moi. Je connais que dans K-pop Demon Hunters, c'est tout. Le nom de fou n'empêche.
Je suis jeune sexe. Jeune pénis. Jeune penny. Oh. Mais où est-ce que je voulais aller avec tout ça? Ouais. Ok, bon, parlons K-pop, parce que le nombre de fois où je passe... Enfin, non, je fais un AVC. Pas le nombre de fois, parce que j'y vais pas souvent, mais admettons, je vais dans une Fnac, je vais dans le rayon musique, il y a un linéaire entier de K-pop, et bizarrement, ils veulent pas montrer leur logo sur les pochettes. Genre, c'est des logos, enfin, c'est des trucs, des pochettes de couleurs avec des trucs spéciaux un peu... Je sais pas comment décrire. Ah mais non, mais ça c'est simple. Étant donné que c'est mon rayon, je peux t'expliquer. Ah, tu fais de la K-pop, toi? Non, je fais pas de K-pop, mais je fais le mon rayon salaud. musique. Je fais le rayon musique. Oh ouais. C'est juste qu'ils ont pas les droits. Quand tu vas dans les Fnac et tout et que tu vois des bouquins ou des goodies et tout, ce n'est pas des trucs sur lesquels le groupe se fait de la thune. C'est pas officiel. Tu te fous de moi. Non, je me fous pas de ta gueule. Ils ont pas les droits de. Bah, ils ont pas les droits, mais comment C'est ils pour ont le ça droit que de vendre ça? C'est pour ça que souvent c'est précisé machin non officiel. Mais c'est écrit en tout petit, comme ça tu t'en rends pas compte. Mais ça me sidère que des grosses entreprises comme ça aient le droit de vendre ce genre de trucs. J'ai pas les détails exacts, mais si j'ai bien compris, comme ce sont des personnes, tu n'appliques pas les mêmes lois légales que sur des personnages fictifs. C'est-à-dire que t'as le droit de parler de quelqu'un de célèbre, t'as le droit de parler d'une marque, Ok, tant que tu respectes certaines chartes. ok, ça marche. Mais moi je pense que ce que je voulais dire c'était surtout les pochettes d'albums un peu collector, genre tu sais, on dirait des livrets et tout. Ah, si tu parles vraiment de pochette d'album, ouais, je pense que là ils se font de la thune dessus. Après je sais pas. Oui, j'avoue. Mais ce que je voulais dire par là c'est que c'est omniprésent maintenant, tu peux en trouver partout. Et en vrai, si t'aimes bien, c'est bien. Mais j'irai pas voir les prix. Et un peu aussi le culte de la personnalité, de vouloir avoir une peluche d'une vraie personne, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça bizarre aussi, ouais. Genre cet attachement que t'as avec la personne, au point de devoir dépenser, comme je disais, un demi-salaire pour aller les voir. Ouais, et puis surtout quand tu connais le public. Genre, je sais que moi, ça s'est passé il y a genre littéralement 2 jours, Ah ouais. où il y a une gamine qui est venue au magasin, fan de Stray Kids, qui est du coup un groupe de K-pop. Ouais. Franchement, la gamine, je lui donnais à peine plus de peut-être 13 ans au grand maximum. Et là, elle commence à me parler, à me raconter sa vie, elle commence à me montrer qu'elle a acheté 4-5 livres de Stray Kids, qu'elle a un portefeuille. Tu sais, comme dans les films, les portefeuilles où t'as les photos de ta famille. Ah ouais, non. Bah ça, mais de Stray Kids. Ok. Dans ses mains, une peluche d'un chanteur du groupe qui est accroché à son sac lui-même Stray Kids, Ok. et à l'intérieur, elle a que des goodies Stray Kids avec des trousses, des stylos et tout. Elle a un t-shirt Stray Kids, une veste Stray Kids, et quand elle m'a sorti le portefeuille, elle m'a dit ça c'est 1 sur 6. Ah ouais, ok. D'accord. Bon, Il s'est tenu le front. c'est un pour chaque jour de la semaine à part le dimanche. Hein. Ah bah exactement. Jour du Seigneur. Jour du Seigneur, on Ouais, n'écoute pas Stray forcément. Kids, jour du non, Seigneur. non. Mais en vrai, je trouve ça fou parce que Bah, à son âge, c'est... Ben, en fait, en plus, c'est vraiment la tranche d'âge où tu forges ton identité et tu apprends à savoir qui tu es. Et là, tu dévoues toute ton entièreté, tout ton être, tout ton corps, tout ton esprit à d'autres gens. Et tu vis à travers eux. Et je trouve ça trop fou, en fait. Après on dit ça, mais c'est l'équivalent des fans de Johnny ou de Queen. Hein. C'est juste que c'est pas le même univers musical, mais on est un peu sur le même genre de truc. Après, ils n'ont pas le même âge non plus. Genre, je pense pas que... Bah je trouve ça plus glauque à 75 ans de porter des t-shirts Johnny et de chanter la chanson dans ta baraque plutôt qu'à 13 ans avoir des photos des nouveaux Beastie Boys dans ton portefeuille, quoi, Ouais. tu vois. Après, ok, bon, t'es fan, ok, tu peux l'être, mais genre, ne forge pas ton identité entière Oui, on est d'accord. à propos de ça, genre, Ça a commencé dans la vie. trouve-toi d'autres zombies, parce que, Stray Kids, ils se séparent D'autres demain. quoi D'autres quoi D'autres zombies. Tout tourne autour du même sujet, finalement. Les hommes, allez. Débat ton arme devant moi. Décalote-moi le toad. Et on appellera Yongkok. Ah ouais. Ok. C'est parti. En avant la famille. Oui. Bref. Cul de la personnalité. On disait quoi avant ça? Je disais, On disait ah ouais, faire. trouve d'autres zombies, parce que sinon,
Si Stray Kids ils se séparent demain, qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu? C'est comme les gens quand One Direction ils se sont séparés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? One Direction ou les gens? Bah, au vu de ce qui s'est passé avec l'un des membres du groupe, genre l'année dernière, ouais. Ah, c'est passé une dinguerie, je suis pas au courant. Il est tombé. C'est qui? Non, c'est. Un des One Direction, il était dans un hôtel, et puis il était vraiment très haut dans l'hôtel, et puis il est tombé. Volontairement ou? J'ai pas plus d'infos que ça. Ok, ouais, je savais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est plus de ce monde. Bah, rip lui, du coup. Rip lui. Tu as marqué une entièreté de génération de jeunes filles et potentiellement de jeunes hommes qui ne l'acceptaient pas et qui voulaient pas le montrer. Je suis pas dedans, je vous le rassure. Peut-être que. Non. C'est vrai que c'est eux qui ont le plus compris comment jouer avec du merchandising en vrai. Bah ouais. Ils se font la plaisir. Après, je pense pas que ce soit les membres du groupe, ça c'est plus la grosse boîte Oui, qui est non, derrière. mais oui, c'est clair, mais c'est toujours comme ça. Les gens de l'ombre C'est toujours qui comme ça. contrôlent tout et qui veulent faire du fric. Bah, et puis en fait, ça fonctionne un peu sur le même concept qu'absolument 90% de tout ce qui est artistique. C'est-à-dire que tu touches pas des droits, enfin tu touches des droits quand même sur ce que tu fais. Oui. Mais je pense qu'ils doivent se faire quand même plus de thunes avec du merch qu'avec la SACEM quand on parle de petits groupes. Oui, non, c'est sûr. Parce que Donc forcément. je sais pas comment ça fonctionne et tout ça, mais de ce que j'ai compris, quand tu fais un concert et que t'es un groupe, t'auras pas forcément beaucoup de revenus de la salle en elle-même, mais quand tu vends ton merch, oui. Ce qui est normal en vrai. Parce que bon, en même temps, il faut payer ce qui est la normal, régie. je sais pas, je suis pas et- forcément cet avis. Après, il faut payer la régie, il faut payer l'électricité, il faut payer le bar, il faut payer tout. Il faut Non, payer je suis d'accord rodis, là-dessus, je suis d'accord là-dessus, mais à choisir, tu l'essence, vois, je préfère mettre un peu plus d'argent. les obs. Je préfère mettre un peu plus d'argent sur la place de concert en sachant que je vais soutenir mon groupe, plutôt que de me dire que là-dessus, au final, ils touchent pas grand-chose. Oui. Je sais pas, enfin... tu vois, ça me dérange pas de mettre 5 balles de plus d'une place à 15 € si je sais que ces 5 balles-là, ils vont soutenir le groupe. Plutôt que d'aller acheter leur merch à 40 € qui va me faire revenir la place de concert à quasiment 75 € pour soutenir mon groupe préféré, tu vois. C'est sûr. Parce que bon, Tu comprends ce que je veux dire? En Non. termes de vraiment de différence entre les deux, c'est-à-dire que tu veux les aider, t'as deux choix. C'est soit t'achètes plein de places de concert pour leur donner un peu de thunes, Ouais. soit bah t'achètes ta place de concert 30 €, puis derrière tu vas t'acheter une casquette à 70 €. ouais. Bah après, c'est ça le truc, c'est qu'en vrai, aller à un concert, c'est un investissement. Tu payes, admettons. Bon, moi, mes groupes, ça va. Moi, c'est des trucs pas trop réputés du coup. Je crois que j'ai pas. Enfin, si. D'ici ces 5 dernières années, je crois que j'ai pas payé plus de genre 50-60 € pour un concert. Mais après, tu te dis, ouais, il y a le merch. Tu te dis, oh, le t-shirt, il est beau. Mais est-ce qu'il est beau au point de débourser autant? Je sais pas. Je porte un t-shirt de merch sur moi. Peut-être qu'au final, je me suis fait couillonner. Je sais pas. Tu l'avais acheté en concert ou pas? Ouais. Ah bon, bah, peut-être que tu t'es fait couillonner alors, ouais, c'est Peut-être. probable. Après, je l'aime bien. Hein. Il est beau. joli. Oui. Mais bon. Après, c'est le même problème qu'avec plein de trucs. Dès que tu prends des choses à licence, ça coûte cher. Justement, regarde, moi j'ai du Jojo sur moi. Ça Ouais. me coûtait bonbon ce sweat de con là. Tu vois. C'est toujours pareil. C'est juste que je pense qu'en concert, tu le sens plus passer parce que bah justement, t'as payé ta place de concert entre 15 et des fois 70 €. Et derrière, tu vas chercher du merch qui va te coûter quasiment le même prix que ta place de concert. Bon, bah, ça te pique un peu plus le cul que si t'avais acheté la veste au Célio du coin. Alors que tu faisais ton shopping et que du coup c'était la seule chose que tu voyais sous les yeux, tu vois. Ouais, ça fait Je pense que c'est ça qui joue aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi cette mentalité de, tu te dis, je vais au concert, il me faut le souvenir, il me faut le t-shirt avec la tournée derrière. Bah c'est ça. Puis derrière tu dépenses ta thune sur potentiellement le bar du concert, tu vas chercher Ouais. de quoi boire et tout, Ouais. tu te retrouves à... C'est vrai qu'il y en a qui se ruinent, moi Il y en a qui se dégomment la gueule. Hein. je sais pas comment ils font pour payer autant pour des bières. Sachant que moi je fonctionne qu'au soft et Mhm. que j'arrive quand même à me ruiner en concert. Donc ceux Ah qui ouais. prennent de la bière, j'imagine même pas, tu vois. Ouais. Et puis les salles, pour le peu que tu prennes une gourde et qu'ils disent non, c'est pas autorisé, et ben tu la vides, tu la donnes et tu la récupères plus. Ah ouais, c'est horrible. Pour te forcer à consommer à l'intérieur. Ah ouais. On a parlé des concerts, on a déjà parlé des concerts, il y a des trucs à dire sur les concerts, je pense. Mais des fois. je crois qu'on en a On parlé avait fait un dans petit... un ancien épisode. ouais, un vieil épisode. Bon, après, on peut en parler vite fait. Ah, ouais.
Des fois, c'est chiant les concerts, je trouve. Bah, des fois, c'est chiant. Après, pourquoi tu trouves que c'est Je chiant? sais pas, Pourtant, j'adore les concerts, j'adore en faire, je veux tout le temps en faire, mais je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui, des fois, portent préjudice à une salle de concert. Déjà, des fois, il y a un public qui va forcément dénaturer par rapport à ce que tu recherches, par exemple, tu vois. Ouais, toi, tu veux juste profiter, il y en a qui vont être chiants, il y en a qui vont Ouais, trop, par exemple. trop faire les malins. J'ai je encore en sais pas. souvenir, la fois on allait voir Glicky Joe et qu'il y a un mec qui avait lancé sa bière au milieu du public et qu'ils ont stoppé, j'abuse, mais où ils ont arrêté de chanter pendant 2 secondes juste pour pouvoir engueuler un petit con qui s'amuse à acheter son Ouais. verre. Parce que c'est vrai que c'était pas... Enfin, moi je suis habitué à ce genre d'ambiance, mais c'est vrai que c'était pas un concert qui se portait vraiment à ça. Donc je comprends qu'ils étaient un peu saoulés les gars. Bah ouais. Mais bon. J'ai vu il y a pas longtemps aussi une vidéo, je sais plus c'est quel rappeur américain. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui s'amusait à monter sur scène, il sautait partout. Mhm. Et le gars ne voulait pas descendre de scène et le rappeur américain l'a menacé en mode tu descends sinon je te plante. Ah ouais. Parce que le gars ne voulait pas sortir de scène, il s'amusait trop. C'est le genre de mec qui m'exacte. Alors qu'avant j'étais ce genre de gars, je pense que j'ai grandi. Bon, je pense pas que tu montais sur scène en faisant le malin. Non, je monte pas dans le malin, mais j'allais au concert, je sautais partout et je gueulais, alors que maintenant je tendance à plutôt rester comme dans mon coin. Même quand. Ouais. Tu vois, même si admettons on va pogoter, bah, quand on allait voir Guilt Trip, Ouais. au final j'ai pogoté sur peut-être 2 ou 3 sons et après je me suis mis dans mon coin et j'ai profité du concert, tu vois. Ouais, ouais. Je pogote plus comme je pogotais avant. Ouais. Quand j'avais 16 balais là au concert, Ouais, ouais. je sortais Normal. du concert, j'étais une piscine, tu vois. Ouais. Et alors que là, voilà, je te dis, je vais sauter un petit peu, je vais gueuler quand même des chansons, faut pas déconner. Ouais. T'es pas là pour Ouais, manger. c'est sûr, bah ouais. Mais je me suis assagi, quoi, pas mal. Ce qui fait que je deviens ce vieux con qui est saoulé par les gens qui vont me pousser pendant qu'on fait un truc, qui vont te forcer. Les gens qui te forcent, ça m'énerve. Ouais, qui te pousse et t'es genre, non, je veux pas, laissez-moi. Ouais, laissez-moi tranquille. Puis tu vois, après, ils viennent te dire, ah bah t'as qu'à pas te mettre là. Puis t'es là, genre, frérot, je me suis mis à 10 000 km de ta fosse de con. Et t'as fait encore à me pousser, sale merde. Va pousser le gars qui est torse nu complètement déchiré là-bas. Ah bah non, tu veux pas le pousser parce que lui, il a l'air complètement taré alors que moi, je suis tout calme. Peut-être bien. Il y a une attaque envers des concerts que j'ai déjà eu. Peut-être bien. Faites attention si vous le croisez. Hein. Je suis dangereux. Il est dangerous, il paraît pas, mais il est dangerous. I am dangerous. Et encore une fois, hein, tout ça, c'est arrivé avec ce putain de concert de Electric Callboy. Electric Callboy qui m'a trauma des concerts où Bah j'ai failli ouais. crever et du coup bah j'arrive plus. Il t'a tellement traumatisé au point que même moi je sais avant même que tu le dises. Mais Tu vois. oui, t'avais retenu direct. En même temps, j'ai vraiment cru que j'avais frôlé la mort quoi ce soir-là. Donc, Ah ouais. bah ouais, bah ça fait peur quand tu vois quand justement tu vois plus rien et qu'au moment où t'arrives à percevoir quelque chose, tu vois 2 mecs complètement déjà en train de te sauter dessus. Ouais, bah non. Donc tu te relèves et que t'as le nez qui saigne. Oui, c'est Ah bah ouais. un peu glauque. C'est clair. Voilà. Bah ouais. C'était. Ouais. Moi je pense qu'on a un bel épisode. Je On sais a pas un ce beau que t'en petit penses. épisode là, ouais, c'est pas mal. Formidable, formidable. Pour une fois, on aura un épisode qui va durer moins d'une heure, ça change. Ouais, vous avez votre reco BD, votre reco Mario et votre reco concert. C'est pas vraiment des recos, mais bref, t'as compris, t'as capté. Vas-y, c'est bon. Reco concert, Chaka Ponk, incroyable. Dommage Ok. qu'ils arrêtent, attends. Ah bah du coup, c'est plus vraiment une reco, c'est plus un dommage. Coup dur. Ouais. Mais bon, c'était un des meilleurs concerts de ma life, je pense. Reco concert. Si vous voulez bouger, vous voulez vous fighter, allez voir du métal hardcore, c'est bien. Voilà. Amusez-vous Bref. bien. Bisous. Bisous. C'était. Ah ouais, Mot de la fin, mot de Eh la ouais, fin, quand mot de la même. fin. Pile. Zob sec.